L'Empire romain possède une aura particulière dans notre histoire. Autrefois simple cité aux idées de grandeur, elle est devenue la première grande entité politique de l'humanité. Rome englobait l'Europe et la Méditerranée, liée par une administration qui, encore aujourd'hui, impressionne les historiens. Autrefois cité de marbre, elle devint cité d'or grâce à de glorieux empereurs comme Marc Aurèle, Auguste ou Trajan. Bien que parfois elle fût dirigée par des empereurs décadents comme Néron ou Commode, elle rayonnait, telle une étoile. Ses armées étaient un exemple de discipline, faisant preuve d'une adaptivité sans précédent. Elle s'appuyait sur les meilleures technologies des peuples vaincus pour devenir une armée invincible, respectée de tous. Plusieurs siècles passèrent, et Rome, ayant réussi à incorporer de nombreuses sociétés au un tout unique, se voyait destinée à devenir un empire traversant les millénaires. Mais après des siècles d'hégémonie incontestée, l'Empire romain fut en déclin. Son économie ne brillait plus, et ses frontières étaient régulièrement confrontées aux puissances barbares. Cet empire qui dépassa tous les défis qu'il avait rencontrés, se voyait en un empire immortel qui resterait debout pendant plus de 1000 ans. Malgré son efficace administration, ses puissantes armées et ses grands empereurs, son déclin était inévitable, et l'effondrement n'était qu'une question de temps. Mais des flammes, un renouveau est toujours possible. La chute de l'aigle impérial et son embrasement ne laisseraient pas derrière lui une terre stérile. Un nouveau royaume allait émerger. Ce royaume est le royaume franc. Au début du IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain avait cessé d'être un empire expansionniste et l'économie ne permettait plus aux Romains d'être autant offensifs qu'auparavant. L'armée commença donc à se transformer en une armée de défense. Les citoyens romains, de leur côté, ne s'intéressaient plus à l'entreprise militaire, mais plutôt à la vie politique. Les effectifs diminuèrent et il fallut donc trouver de nouveaux hommes prêts à combattre pour Rome. C'est au IIIe siècle que les grandes fondations romaines commencèrent à se fissurer, signe d'une catastrophe à venir. En effet, au-delà du Rhin, dans les grandes terres de Germanie, des bruits laissaient entendre que les tribus, autrefois divisées et préoccupées à se battre, ont amené certaines d'entre elles à s'unir. Les Chamaves, Sicambres, Bructères, Saliens et Ampsivariens formèrent ainsi une grande tribu et s'appelèrent les Fréqueurs, signifiant hardis. Cette tribu était également connue sous le nom des Francs. Ces derniers se tournèrent ainsi vers un territoire plein de richesses, l'Empire romain. L'arrivée d'une partie des Francs est un véritable défi pour les Romains, qui ne possédaient plus une armée capable de parfaitement les défendre. Les Romains ne voulaient plus se battre pour leurs terres, et Rome dut se tourner vers les nouveaux barbares pour grossir les rangs de son armée. Pour les tribus germaniques, cette occasion qui se présenta à eux était une aubaine. L'armée était le chemin de prédilection pour acquérir la citoyenneté romaine et obtenir une solde leur permettant de vivre dignement. Rome pouvait de nouveau se défendre pour l'avenir, et les Germains eurent ce qu'ils voulaient, s'installer dans l'Empire romain.
L'économie impériale, cependant, était toujours dans une situation peu enviable. En effet, les dettes minaient l'Empire et il était difficile de trouver de nouvelles entrées d'argent, surtout quand les impôts étaient déjà très importants. En 212, l'empereur Caracalla pensa trouver la solution à ce problème. Seuls les citoyens romains payaient l'impôt. Les nouveaux arrivants étaient donc de nouveaux contributeurs potentiels. Dans cet esprit de vouloir régler la dette impériale, Caracalla mit en place un édit accordant à tous les barbares présents sur le sol romain d'acquérir immédiatement la citoyenneté romaine. Cet édit était ponctuel et en aucun cas mettait en place un droit du sol. L'édit remplit ses fonctions et les nouveaux citoyens romains payèrent l'impôt. Mais les barbares, devenant romains, n'avaient plus besoin de l'armée pour acquérir ce qu'ils possédaient déjà. Par conséquent, ils quittèrent l'armée. En réponse, Rome accueillit de nouveaux barbares pour occuper les places vacantes. L'intégration des barbares dans l'armée romaine n'était cependant pas assez efficace pour juguler les nombreuses incursions des tribus germaniques au sein de l'Empire romain. Entre 238 et 244, les attaques amenèrent l'empereur Gordien III à prendre les armes pour affronter les Francs près de Mayence. Malgré un combat acharné, l'armée romaine céda, et les Francs s'installèrent durablement entre Mayence et la mer du Nord, offrant une base de départ pour attaquer régulièrement l'Empire. Les Francs ne se contentèrent pas uniquement du nord de la Gaule, mais descendirent entre 253 et 260 jusqu'en Espagne, puis en Afrique. De 275 à 280, l'Empire romain commençait à faire face à de nombreuses sécessions, notamment en Orient. L'empereur Aurélien ne pouvait se résoudre à laisser des territoires si durement acquis quitter le giron de Rome. Ainsi, il partit avec ses hommes en Orient afin de régler la situation. Mais mobiliser les armées à un endroit de l'Empire nécessitait de diminuer la défense ailleurs. C'est dans les environs de Cologne que les défenses diminuèrent, exposant une dangereuse vulnérabilité. Cette dernière ne passa pas inaperçue aux yeux des tribus germaniques, et de nombreux Francs accompagnés des Alamans déferlèrent sur la Gaule. Le nord de la Gaule devint une terre de violence et de régression économique. Les populations, devant les flammes de leurs anciennes maisons, se dirent qu'il était peut-être temps de se débrouiller par soi-même, l'Empire n'arrivant manifestement plus à les défendre. Les villes commencèrent à se fortifier, et le pouvoir autrefois dans les mains de Rome se déplaça dans les mains des élites locales. Les nouveaux représentants du pouvoir étaient des gouverneurs, de riches administrateurs qui possédaient des grandes propriétés. Ainsi, ils ouvrirent leurs portes aux citoyens romains qui fuyaient l'insécurité et les impôts. Mais cet acte de bienfaisance n'était en réalité pas un acte de générosité. Les citoyens qui vivaient dorénavant autour des propriétés se devaient de travailler les terres et de payer un impôt en échange de protection et de mise à disposition de bâtiments pour dormir et travailler. Ce nouveau système n'était autre que le servage qui allait marquer tout le Moyen-Âge. Les élites étaient devenues leurs nouveaux dirigeants, leurs nouveaux seigneurs. L'arrivée des tribus germaniques dans le tissu social romain n'est pas sans conséquences. À tous les niveaux, la société changea. L'armée romaine, par exemple, qui est le pilier sur lequel reposait Rome, n'avait de romaine que le nom. En effet, au fur et à mesure que les citoyens romains quittèrent la vie martiale au profit de la vie politique, c'étaient des Germains qui prirent leur place. À partir de 277, l'empereur Probus intégra 16 000 Alamans dans ses armées. L'armée impériale était ainsi composée d'Alamans, de Francs, de Thraces, de Dalmates, de Syriens et de Maures. Les anciennes tribus, autrefois ennemies de Rome, étaient devenues la colonne vertébrale de l'armée. Rome avait cependant toujours compté sur l'armée pour romaniser les anciens barbares. Mais, du fait de leur grand nombre, pour la première fois, les barbares ne se romanisèrent pas, bien au contraire. Ils consolidèrent ensemble leurs traditions et leur culture qui, à terme, effacèrent la culture romaine. En plus de cela, les postes de gradés étaient ouverts aux barbares. De ce fait, il était courant de voir des Francs devenir officiers, voire même de brillants généraux. Les Francs avaient une place à part pour l'Empire. Contrairement aux autres tribus, les Francs étaient réputés être d'une fidélité sans faille envers l'empereur. Leur efficacité faisait d'eux les champions de l'empereur, et certains Francs devinrent consuls. Rome avait trouvé ses nouveaux défenseurs, et les Francs devinrent le fer de lance de la défense romaine. Les envahisseurs alamans et les Saxons se retrouvèrent ainsi contre les Francs. Bien que cela arrangeait Rome de voir les Francs la défendre, pour ces derniers, cela ne changeait pas leur relation passée.
En effet, les Alamans et les Saxons étaient leurs rivaux, et donc les combattre sous la bannière de Rome leur convenait parfaitement. Bien que Rome s'était trouvé de nouveaux défenseurs, les invasions barbares donnaient toujours plus de fil à retordre à l'administration romaine. Face à ce défi, l'empereur Dioclétien réorganisa l'administration romaine. En 285, l'empire, autrefois dirigé par un unique empereur, fut désormais dirigé par 2 empereurs et 2 généraux, un empereur en Occident et un en Orient. Les 2 généraux qui les accompagnaient portaient le nom de César. Cette nouvelle forme d'administration s'appelait la tétrarchie. En 288, les Francs Saliens, peuple franc qui s'était installé à l'ouest du Rhin, obtinrent une véritable avancée dans leur volonté de s'installer en Gaule. En effet, Rome ne pouvant plus assurer une défense optimale du territoire, l'empereur Maximien reconnut l'existence d'un royaume franc au sein de l'Empire en tant que royaume client. Ce marché se présenta comme un traité gagnant-gagnant, puisque les Francs Saliens obtinrent un royaume et Maximien une zone tampon entre les barbares et Rome. Les paysans soldats qui composaient ce royaume avaient le statut de lètes, c'est-à-dire des barbares amis de Rome. Ils cultivèrent la terre qui se transmettait de manière héréditaire. En échange, ils maintenaient eux-mêmes l'ordre. La guerre amenant son lot de morts, il était nécessaire de repeupler les terres dévastées. À cette fin, les Germains vaincus étaient installés sur ces territoires. La création d'un royaume client et le peuplement par les peuples germaniques, la Gaule cessa de se romaniser et à l'inverse, elle se germanisa. Rome recule de plus en plus et perd pied sur ses territoires. La culture germanique s'imprégna fortement dans la société romaine et progressivement, celle-ci s'hybrida avec elle, voire même la remplaça complètement. La culture germanique s'illustrait par une organisation basée sur la fidélité des hommes envers leur chef de guerre. Ce dernier s'entourait de ses grands, qui étaient ses plus fidèles soldats et élites de sa tribu. Ces soldats étaient ses vassus, terme qui donnera plus tard le mot de vassal. Progressivement, la vassalité et le servage se mirent en place, remplaçant l'administration romaine vieillissante et déclinante. Une nouvelle société commença à voir le jour, la société féodale. La seconde moitié du IIIe siècle est ainsi marquée par la sédentarisation des Francs qui intègrent pleinement le tissu social romain. Ils sont présents dans l'armée, la politique, les villages deviennent des colonies, les barbares d'autrefois devinrent ainsi des citoyens. La présence de Francs et d'Alamans dans le nord de la Gaule n'était pas acceptée de tous. En effet, de 306 à 313, l'empereur Constantin Ier désira ramener l'autorité de Rome sur ses terres. Après 3 campagnes militaires, il réussit le miracle de repousser les Francs au-delà du Rhin. Cologne fut ainsi récupérée et fortifiée, corrigeant le défaut qui lui avait valu sa chute auparavant. En hommage à cette brillante victoire, Constantin Ier fit frapper une pièce de monnaie. Le nom qui lui fut donné sonnait comme un signe pour l'avenir, car cette pièce s'appelait Francia. En 375, l'Empire romain ne le sut pas encore, mais au loin, dans les terres de l'Est européen, un grand fléau s'était mis en marche. Un fléau qui mit en déroute les puissants Visigoths. En 395, l'Empire romain fut endeuillé. L'empereur Théodose, dit le Grand, quitta ce monde, emportant avec lui le peu d'unité qu'il restait à l'Empire. Il était le dernier empereur du Grand Empire, puisqu'après son départ vers l'autre monde, l'Empire romain qui avait commencé à se fissurer se scinda complètement en 2 entités. Cette scission apporta avec elle son lot de discorde et d'affaiblissement. La première victime fut l'armée, icône de l'Empire. Tout comme le territoire, elle fut partagée en 2, ce qui mit en danger l'Empire d'Occident. Malgré la scission de l'Empire, les Francs s'illustrèrent comme alliés inflexibles de Rome. Les ennemis qui tentèrent d'envahir le territoire furent repoussés par les champions de Rome. Mais, bien que l'Empire d'Occident profitait de cette accalmie, le chaos était en approche. Le fléau qui avait défait les puissants Visigoths s'apprêtait à se présenter à l'Occident. Ce fléau étaient les Huns. En 407, Rome préparait des manœuvres militaires vers l'Orient. Elle n'était donc pas préparée aux conséquences de la défaite des Visigoths en 375 dans l'Est. Le Rhin fut de nouveau traversé par des barbares, mais cette fois-ci en grand nombre. Les Visigoths, les Vandales, mais aussi les Alains déferlèrent sur l'Empire, fuyant le rouleau compresseur Hun.
La Gaule, tout comme la péninsule italienne, subit des attaques répétées. Les défenseurs francs étaient là, mais trop peu nombreux pour contenir le flux. À partir de 407, l'Empire fut ravagé par les invasions barbares. Les Wisigoths descendirent jusqu'à Toulouse. La situation politique était catastrophique. En plus des invasions, le siège politique de Rome était instable, le trône étant régulièrement usurpé. La Bretagne et l'Armorique furent la cible d'attaques des Saxons et des Scots. En 410, Alaric, le roi des Wisigoths, mit à sac Rome avant de se sédentariser en Aquitaine, leur nouvelle maison. Rome n'était plus que l'ombre d'elle-même et céda les terres aux nouveaux venus. Les propriétaires romains, autrefois maîtres des lieux, durent verser un tribut aux Wisigoths pour entretenir l'armée qui défendrait la région. L'autorité romaine s'effaça à jamais au profit du tout premier royaume barbare indépendant, le royaume wisigoth. Cet événement eut des répercussions jusque de l'autre côté du Rhin. Pour les Francs de la rive droite du Rhin, cette débâcle était un signe. La faiblesse de l'Empire déchu n'était qu'un appel à prendre son destin en main. De 413 à 432, les Francs de la rive droite du Rhin, connus sous le nom de Francs rhénans, se retournèrent contre Rome. Ils déferlèrent sur Rome qu'ils pillèrent en 413, puis en 420. La ville de Trèves subit le même sort en 432. Les Francs saliens, quant à eux, restèrent fidèles à leur engagement envers l'Empire et combattirent partout où ils le pouvaient pour défendre un système à l'agonie. Ils se présentèrent face aux Pictes, aux Scots, aux Saxons, mais surtout aux Francs rhénans. Les Francs saliens, peuple de l'ouest du Rhin, s'opposèrent dans un combat fratricide aux Francs rhénans, peuple de l'est du Rhin. La fidélité sans faille des Francs saliens résidait dans le fait qu'ils avaient toujours été admiratifs de ce que représentait l'autorité de Rome et le prestige des nombreux empereurs qui l'avaient dirigé. Mais la fidélité avait une limite. Face à l'arrivée des Huns et les chamboulements qui en découlèrent, tout allait changer. Les Huns arrivèrent inexorablement sur l'Empire. Rien ne semblait pouvoir les arrêter. Cependant, les Huns décidèrent de s'arrêter en Pannonie. Rome réussit à fédérer ce nouveau peuple, et ce dernier entama des raids en dehors des frontières impériales. Le chaos annoncé aurait-il été contré? En 441, l'empereur Valentinien III accorda une indépendance à la Pannonie qui fut mise dans les mains des Huns, peut-être dans un objectif de nouer une alliance avec eux. L'empereur nomma un général à la tête de la Pannonie, un général connu pour ses compétences militaires, un certain Attila. Attila était un homme qui se savait destiné à la conquête et à la guerre. À peine nommé général, Attila prit les armes et attaqua à 3 reprises entre 441 et 447. L'empereur Théodose affronta les conséquences de la décision de Valentinien III et fut contraint à un traité de paix en 449. Mais ce traité de paix n'était qu'éphémère puisqu'un an plus tard, Attila quitta la Pannonie à la tête d'une colossale armée. 40 000 hommes, des Huns et des Francs rhénans, marchèrent vers l'Occident. La Belgique tomba rapidement, puis Metz. Paris, malgré les attaques incessantes, tint bon grâce à la défense mise en place par la prophétesse Geneviève. Si Paris ne devait pas tomber, le reste le pouvait, et Attila décida de contourner Paris. Le tsunami Hun semblait inébranlable, mais ils rencontrèrent des hommes prêts à les arrêter coûte que coûte. En face d'eux se tenait l'armée romaine d'Aetius, l'armée wisigothe de Théodoric, et évidemment l'armée francalienne, dont un des chefs répondait au nom de Childéric. Le 20 juin 451, Attila fut vaincu au champ Cathalonique, situé entre Troyes et Chalon-sur-Marne. Il repartit vers ses terres de Pannonie, où il finit sa vie 2 ans plus tard. La victoire contre Attila fut un soulagement, et cela mit fin à une période de grands chamboulements et de chaos. Pour les Francs, il était temps de faire le bilan de la situation politique en Gaule. Les Alains s'étaient installés vers Valence, les Burgondes aux alentours de Worms et le Jura, les Saxons ont élu domicile dans l'actuelle Normandie et les Bretons en Armorique. Rome, de son côté, était devenue le fantôme d'une gloire passée depuis longtemps. Face à tant d'ennemis potentiels, les Francs saliens estimèrent qu'il était temps pour eux de se constituer en royaume. À cette fin, ils se regroupèrent autour d'un homme ayant prouvé sa valeur au combat. Cet homme s'appelait Childéric Ier. L'aigle impérial agonisait depuis plusieurs années et le chant funèbre qui l'entourait prit fin.
Le dernier empereur, Romulus Augustus, fut déposé par le chef barbare Odoacre. L'Empire romain ferma les yeux. L'autorité de Rome, qui s'était imposée sur l'Europe et toute la Méditerranée, s'effaça pour toujours. Une partie de son âme continua à vivre au sein de l'Empire romain d'Orient. Odoacre tenta cependant de récupérer la légitimité impériale en demandant à l'empereur romain d'Orient de le reconnaître empereur romain d'Occident. L'empereur Zénon le reconnaît uniquement comme roi, mais la véritable réponse qu'Odoacre reçut fut une attaque de la part des Ostrogoths alliés à l'Empire d'Orient, qui le fit tomber du trône en 493. À partir de 476, l'Empire romain d'Occident disparaît progressivement sans vraiment chambouler la vie de tous les jours, car une nouvelle société avait déjà vu le jour en son sein pour la remplacer. Cette société était la société féodale qui marqua tout le Moyen-Âge. Pour les tribus qui s'étaient constituées en royaume, pour eux, il n'était que la continuité de l'Empire romain. La péninsule italienne, autrefois unie derrière Rome, resta divisée pendant des siècles. Son unification avec Rome comme capitale ne verra le jour qu'en 1871. En 481, Childéric Ier, qui avait rassemblé les Francs-Saliens, quitta ce monde en laissant derrière lui un fils qui marqua l'histoire de son peuple, de la région, du continent et même du monde. Cet enfant répondait au nom de Clovis, Clovis Ier. Il arriva au pouvoir comme le désirait la coutume germanique. Clovis fut reconnu par ses soldats comme nouveau roi des Francs-Saliens. Le fils de Childéric Ier était ambitieux et désirait unifier tous les Francs derrière une grande bannière et couper à jamais les ponts avec le vestige de Rome. Son projet l'amena à combattre à Soissons en 486 le dernier représentant de l'Empire romain en Gaule, Syagrius. C'est à cette date également que Clovis tissa ses premiers liens avec l'Église, seule institution survivante de l'Empire disparu. Clovis restitua à l'Église un vase liturgique issu du butin de guerre. Un de ses hommes voulait se l'accaparer, mais Clovis refusa, comprenant que s'il voulait atteindre son objectif, il se devait de compter sur le soutien de l'Église. Cet acte marqua également son premier pas vers la foi chrétienne. Après de nombreuses batailles contre les Bretons et Thuringiens, Clovis en 496 mena ses hommes dans la glorieuse bataille de Tolbiac, qui resterait à jamais une date charnière dans l'histoire. Face au roi Clovis, se dressaient les Alamans. La bataille fut intense, et malgré la force de ses hommes, les Alamans prenaient le dessus, et Clovis sentit que la défaite était possible. Il est dit que dans la bataille, Clovis aurait prié Dieu pour lui accorder la force de remporter la victoire. La foi chrétienne était née en lui après son mariage en 493 avec Clotilde, qui était une femme pieuse. Clovis combattit de nouveau, et la victoire fut sienne. Clovis avait réussi sa grande vision d'unifier les Francs. Pour lui, il ne faisait aucun doute que Dieu lui avait répondu, et avec 3000 de ses hommes, ils posèrent le genou à terre et ensemble, ils jurèrent qu'ils seraient au service de Dieu et que la foi chrétienne serait la leur pour toujours. Clovis, roi des Francs-Saliens, devint Clovis Ier, roi des Francs. Par cette victoire à la fois militaire et spirituelle, Clovis Ier et ses hommes posèrent les bases d'un royaume qui allait marquer l'histoire et vivre plus de 1000 ans. Des cendres de l'aigle impérial romain émergeait une lumineuse fleur de lys. Ce royaume des Francs qui était né de la rencontre entre l'homme et la foi et qui traverserait les âges, prendrait le nom de France, et la gloire de Tolbiac ne serait que le début d'une grande épopée.